Bonjour à tous. Alors voici une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est le bilan de cette année 2022. Alors, si tu ne me connais pas, je t'invite à regarder cette vidéo qui est juste là-haut. Voilà. Après être resté 1 an et demi hospitalisé et en centre de rééducation, je suis rentré à la maison au mois de novembre 2021. Cette vidéo va vous retracer tout mon parcours de cette année 2022. Tous les projets, tous les combats, tout le parcours effectué pour en arriver à aujourd'hui, depuis ma sortie. De mon accident, les fractures de mes jambes étaient telles que les chirurgiens pensaient devoir m'amputer les 2 jambes. Ils ont réussi à m'en sauver une. Mais à quel prix? Douleur, frustration, dépendance à quelqu'un en permanence. Très compliqué pour quelqu'un qui était complètement indépendant. Ce début d'année commença par l'arrivée de mon fauteuil roulant à la maison. Je l'avais choisi d'une certaine façon afin qu'il soit le plus adapté à mon handicap, c'est-à-dire le plus léger possible. N'ayant qu'un seul bras valide, le deuxième étant abîmé à 70%, il m'a été préconisé des roues à assistance électronique et électrique, les roues e-motion. Ce sont des roues dont on peut régler la puissance d'un côté et de l'autre en fonction de la force des bras, pour ne pas être dévié et rouler toujours sur la même trajectoire. Je vous ferai une vidéo sur ces roues ultérieurement, certainement sur l'année 2023. Donc l'arrivée de ce fauteuil à la maison m'annonçait un avenir un peu plus autonome et un peu plus de mobilité dans mon quotidien. Et surtout, une mobilité à l'extérieur, donc pouvoir sortir à l'extérieur sans aide humaine, à ce qu'on me pousse, être sollicité toujours quelqu'un avec moi, être vraiment indépendant complètement. Le fauteuil fut réglé par rapport à mon profil. Ce sont des fauteuils généralement dirigés vers des personnes paraplégiques. Il aura fallu modifier certains paramètres pour qu'ils soient plus adaptés pour moi. Ce fauteuil, il me suit encore aujourd'hui dans mon quotidien, dans mes déplacements, surtout à l'extérieur, lorsqu'on part en week-end, en vacances. J'ai toujours besoin de ce fauteuil en secours. Il est vraiment indispensable. D'où le choix d'avoir un véhicule avec un volume de coffre très conséquent, le plus grand possible. Nous voilà arrivés au choix du véhicule le plus adapté à mes besoins, enfin à nos besoins. Après avoir passé de nombreuses heures de recherche sur Internet, sur toutes les concessions, toutes les marques, sur tous les véhicules pouvant correspondre à mes attentes, nous avons fait le tour des concessions automobiles afin de rechercher le véhicule le mieux adapté des différentes marques sélectionnées avec toutes les contraintes dont j'avais besoin. Premier critère, le volume du coffre. Deuxième critère, l'accessibilité. Le véhicule, il ne fallait pas qu'il soit ni trop haut pour que je puisse pas y arriver, ni trop bas non plus pour que je n'arrive pas à en ressortir. Ça, c'était très important pour moi, de le voir en situation réelle. Troisième critère, les aides à la conduite. Quatrième critère, le confort. Être bien dedans. Pour pouvoir faire de la route, de la distance, sans avoir mal au dos, être bien assis, avoir quelque chose qui corresponde à l'ergonomie par rapport à mon handicap. Vu que je ne peux pas me servir de mon bras droit, il faut que la coudoir corresponde bien à la bonne hauteur. Et le cinquième critère, c'est le véhicule sécuritaire avec un comportement routier exemplaire. Bref, un 4 roues motrices pour moi, c'était un peu l'essentiel. Et avec les normes de ce début d'année 2022, il fallait absolument un moteur pour être dans la réglementation des zones ZFE. Il me fallait un véhicule ou soit électrique, ou soit hybride, ou soit essence. Voilà. Partant de là, de ces 5 critères, plus ces 3 choix de motorisation, j'ai fait chercher, j'ai fouillé sur Internet pour trouver les voitures, les véhicules qui correspondaient le plus à mes attentes et à mes besoins. Et là, on s'est rendu compte que certains véhicules qui correspondaient en tout point à tous ces critères, à tout, sur le papier au final, derrière l'écran, mais en vrai, non, ça allait pas du tout. On annonçait un volume de coffre de 500 litres, mais ça ne l'était pas. Après plusieurs semaines de recherche, il est ressorti 5 véhicules correspondant à tous mes critères et tous mes besoins. Ensuite,
venait la disponibilité. Ça n'a pas été facile. En ce début d'année 2022, avec la conjoncture économique et les circonstances liées au Covid, tout était à rallonge en fait. La moindre commande prenait 12 mois, 15 mois, 18 mois. Et pour moi, c'était indispensable. Enfin, c'était pas pensable que j'attende aussi longtemps après être resté presque 1 an et demi enfermé. J'avais ce besoin de sortir et d'avoir un véhicule pour pouvoir me déplacer, retrouver une liberté, reprendre les voyages. Voilà, pour moi c'était surtout très important de ça, être à l'extérieur et voyager et voir du monde et ne pas être dépendant aussi de quelqu'un. Mais voilà, ça a été après un peu plus loin. Donc avec la pandémie, je me suis retourné sur des véhicules d'occasion. Et les choix des 5 véhicules sélectionnés, les 5 références, je suis retourné chez ces concessionnaires pour leur demander leur disponibilité, mais en véhicule d'occasion. Et seul Mercedes avait un véhicule qui n'était pas du tout dans celui que j'avais essayé au départ, du tout, mais qui m'a été proposé et en final correspondait bien. Bon, sauf qu'il était un peu plus bas que les autres, puisque ce que j'avais essayé c'était des SUV, et là on était parti sur un break, donc un véhicule un peu trop bas même, allez, on va dire, mais ça correspondait avec les VSL, les véhicules d'ambulance qui me transportaient tous les jours dans mes séances de kiné et rendez-vous médicaux. Et donc du coup je suis parti sur ce véhicule d'occasion chez Mercedes avec la CLA Shooting Brake, qui me proposait un coffre, un vaste coffre d'un peu plus de 500 litres, où dedans, vous avez pu voir dans la vidéo des vacances, je vous mets le lien là-haut, au cas où vous n'avez pas vu, vous verrez que le coffre vraiment rentre le fauteuil, tout le matériel pour moi médical, tous mes accessoires, plus les bagages pour 4 personnes pour 12 jours de vacances. Et enfin, je pouvais retrouver ma liberté. Donc, j'en viens à ce fameux voyage et durant cette année 2022, ce début d'année 2022, ça a été la préparation de ce voyage, de ce road trip. Donc pour ces premières vacances, on avait prévu de partir en Espagne depuis le nord de l'Espagne, côte basque, jusqu'au sud, Grenade. Donc ce sont des régions de ce pays ibérique que nous ne connaissions pas. Et en même temps, on n'était pas trop loin de la France et du domicile pour au cas où un problème médical pour ma part pouvait subvenir durant ce trajet. Et on pouvait facilement rentrer à la maison sans aucun problème. Il m'aura fallu préparer donc tout ce voyage bien en avance, rechercher les logements, rechercher les lieux où nous allons héberger et surtout rechercher des hébergements adaptés aux personnes à mobilité réduite, donc des chambres en PMR pour les personnes en situation de handicap, donc avec des larges couloirs, des portes larges, accessibilité dans les logements facilités pour le fauteuil, voilà, tout un tas de critères. Et le seul site que j'ai pu trouver qui propose, en remplissant des petites cases, c'est Booking. Car il y a très peu d'hébergements qui proposent ces chambres adaptées. Un exemple, lorsque l'on fait une recherche sur une ville, on va se retrouver dans le quartier que l'on veut, à peu près, on va dire une 50aine d'hébergements. Dès qu'on va cocher ces petites cases pour des chambres PMR, donc avec toutes les toutes les adaptations possibles et dont j'ai besoin, on se retrouve de suite avec 2 voire
un logement qui correspond. Donc le choix est vite fait, du coup il faut élargir, mais pas trop, parce que pour pouvoir visiter, être proche des centres d'activité, d'attraction des villes, il faut pas que je sois trop loin, parce que pour moi mon périmètre de marche est très court, et je ne pouvais pas marcher des dizaines de kilomètres pour arriver à visiter, puis après rentrer. Et voilà, c'était un peu compliqué, mais on y est arrivé. J'y suis arrivé. Donc durant ce trajet, nous avons fait le choix de faire des sections de maximum 400 km pour avoir un confort de route, et puis ne pas passer sa journée aussi en voiture. Donc voilà, il n'y a que eu le premier trajet d'Aigues-Mortes à San Sebastián en Espagne, qui a été le plus long. Mais du coup, j'ai pu m'apercevoir du confort du véhicule, et voilà, c'était parfait, mais alors parfait. Les hôtels. Un exemple pour les hôtels, une chambre PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite, adaptée pour les personnes en situation de handicap. Les hébergements ne sont les hôtels, donc par les complexes hôteliers, s'ils ne comportent que 10 chambres, ils ne sont pas dans l'obligation d'avoir une chambre adaptée. À partir de la 11e chambre, la chambre PMR est obligatoire. Donc beaucoup d'établissements, de petits établissements, s'arrêtent à 10 chambres pour pas avoir cette surcharge, parce que c'est un coût financier d'avoir des chambres PMR, puisque du coup ce sont des chambres qui sont beaucoup plus grandes et avec une salle de bain beaucoup plus vaste pour pouvoir circuler en fauteuil à l'intérieur. Un exemple, l'hôtel de Grenade, le Barcelo Granada Congress, comportait 256 chambres. Il comporte toujours d'ailleurs 256 chambres, mais seulement 9 chambres PMR sont disponibles. Voilà, donc d'où le fait de bien faire ses réservations en avance pour être sûr le jour où on va partir d'avoir ces chambres disponibles. Ça c'est vraiment important d'y penser et de bien prévoir à l'avance. Pour ce voyage qui était prévu au mois de juillet-août, début août, les réservations je les ai faites au mois de janvier. Bien prévoir de la réservation en avance, c'est très très important. Autre réservation à l'avance à faire et à prévoir si vous devez vous déplacer, mais non pas en voiture, c'est le train. Le train, par exemple, par exemple, sur chaque rame qui va comporter 5 ou 6 wagons, vous aurez que 2 places de disponibles. Donc, sur un trajet, donc pour moi, qui est de Montpellier-Paris, lorsque j'ai fait ce trajet, donc par exemple, vous pourrez trouver, je vous mets un petit lien aussi là, voilà, vous pourrez voir toutes les démarches à faire pour pouvoir faire ces réservations. C'est très simple. Vraiment très simple, mais bien prévoir à l'avance la réservation de ce trajet. Donc on peut pas partir spontanément du jour au lendemain en disant tiens, hop, je m'en vais à Paris en train. Si, il faut prendre une place pour personnes valides, mais du coup il n'y aura pas la place pour le fauteuil, il n'y aura pas non plus l'aide à monter sur les quais, à rentrer dans le train, n'a pas la place beaucoup plus étroite pour les fauteuils. Donc si on est semi-valide, entre guillemets, c'est-à-dire que si on arrive à se déplacer par ses propres moyens, c'est faisable. Mais si l'on est en fauteuil et qu'on a besoin de cet accompagnement, non, il faut le prévoir bien en avance, au minimum 3 semaines avant. C'est vraiment au minimum pour être sûr, hors période de vacances scolaires, pour être sûr d'avoir de la place et de la disponibilité. J'ai dédié une vidéo à ce sujet-là, car moi-même j'ai eu du mal à trouver tous les renseignements nécessaires pour pouvoir avoir accès à cette organisation. Et voilà, donc il y a un site, c'est SNCF Access, c'est vraiment très simple. Il faut par contre faire la réservation de billets, et avec le numéro de réservation, on va avec... Enfin, si vous allez voir ma vidéo, tout y est expliqué. Revenons à ce début d'année et surtout mon projet initial qui était de pouvoir repartir en vacances, sortir, être à l'air libre. Ça a été toute ma préparation à la marche.
pour essayer d'avoir le plus de mobilité possible. Maintenant que le projet de vacances est bien avancé, les réservations sont faites, mais c'est cette préparation que je me suis mis en tête et avec le travail avec les kinés, dont un kiné qui est lui-même amputé, que j'ai suivi des conseils de perfectionnement à la marche, afin d'avoir une marche la plus mobile possible et la moins fatigante. C'est au cours d'un long protocole avec des dizaines de séances qui m'a appris à retrouver les sensations de la marche et d'être capable de pouvoir affronter ou presque tous les obstacles que je pourrais rencontrer dans le milieu urbain, dans cette jungle urbaine vraiment hostile à mon état physique actuel. Ma marche n'étant pas sereine, mais elle a été ce qu'elle a été. Et elle m'a permis d'envisager une certaine mobilité tout en prévoyant quand même le fauteuil roulant avec en sécurité où la fatigue serait plus forte. D'ailleurs, le premier jour sans Sébastien, je m'en suis servi. Et c'était indispensable. Malheureusement, ça m'a créé encore plus de douleur que si j'étais debout. C'est un peu les inconvénients, voilà, les avantages et les inconvénients comme tout. Il y a du bon et du moins bon. Pendant toutes ces semaines qui se sont écoulées avant le départ, je travaillais mon corps, je retrouvais des sensations et des réflexes habituels que j'avais perdus. Mais pendant ce temps, mon esprit, lui, n'avançait pas, quoi. Je tournais en rond. En fait, mes journées étaient fixées que sur cette petite heure par jour journalière de séance de kiné, qui est dans la milieu de la journée. Mais par contre, du matin jusqu'au soir, j'étais devant un écran et je tournais en rond. En fait, voilà, je tournais en rond et il fallait absolument il me fallait absolument m'occuper mon cerveau, mon esprit sur quelque chose. Il me fallait impérativement trouver une occupation pour faire fonctionner mon cerveau et arrêter de m'abrutir devant des séries de Netflix, OCS, Prime, enfin toutes ces chaînes de télé, de séries qui tournaient en rond et en boucle. Et au final, j'étais devant là. Donc, à un moment donné, il m'est revenu à l'esprit durant toutes ces journées entières à l'hôpital, à rechercher, à faire des recherches sur YouTube, sur mes véhicules, sur Internet. Et là, il m'est venu cette idée de dire et pourquoi je ne ferais pas ma chaîne YouTube et expliquer un peu mon parcours et mon expérience de vie en fait, et partager avec les personnes jeunes amputés ou des personnes désireuses d'avoir des renseignements sur ce parcours-là qui est le mien, hein, attention, hein, c'est mon propre parcours je n'explique, je ne partage que mes propres ressentis. Et de là, il est venu cette idée de faire ma première vidéo. J'avais créé en 2015 une chaîne YouTube où j'avais publié 3 pauvres petites vidéos faites avec mon téléphone, mon vieux téléphone là, sans retouche, rien, quoi que ce soit. Hop, je filmais et puis pop, j'envoyais sur la toile internet. J'en ai fait 3 comme ça et puis après j'avais abandonné et puis les activités, pas le temps et puis c'était pas le but, quoi. C'était je voulais juste partager mon expérience professionnelle, mais partager mon savoir mais voilà, le quotidien a fait que c'est un peu tombé à l'oubli. Et là, hop, l'étincelle m'est venue, dit tiens, si je reprenais cette chaîne YouTube et que je la faisais revivre, mais différemment du coup, hein, mais sur mon quotidien, sur ma vie en polytrauma et amputé, d'où est venue cette première vidéo. Donc ma première vidéo, c'est au mois de février 2022 que je l'ai réalisée. En fait, c'est une vidéo que je m'étais filmé 6 jours avant mon accident. Et je l'ai prise telle quelle et je l'ai postée sur YouTube. Le titre c'était un dimanche comme un autre.
Voilà, c'était mes dimanches, ma vie, convivial, épicurien, gai. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, j'essaie d'être gai quand même, épicurien, pas trop prendre parce que on mange bien mais on bouge beaucoup moins, donc on élimine beaucoup moins, donc faire attention. Voilà, bref, le quotidien a changé et c'est peut-être cette expérience de vie que je vais partager avec vous sur cette chaîne. Et à partir de là, j'ai commencé à me lancer dans du montage vidéo avec des premiers montages photos, donc puisque je n'avais pas de vidéo, hein, j'avais juste des photos et j'ai pioché dans mes souvenirs, donc les dernières vacances qui étaient aux États-Unis où l'on est parti avec Nat 15 jours et du coup voilà, j'ai fait mon premier petit montage vidéo que j'ai posté vers le mois de mars-avril, et j'ai commencé à prendre les rouages de ce nouvel univers qui est l'informatique, donc à savoir que je faisais un métier manuel, mais jamais informatique, donc il m'a fallu apprendre ces bases-là et connaître différemment, enfin me former à tout ça. Voilà, reprendre à zéro. Et du coup, lorsque j'ai posté ces premières vidéos, je me souviens, j'avais 6 abonnés. 6 abonnés sur ma chaîne qui avaient donc 5 ans. Pour vous dire que ça vivotait pas du tout, quoi. Elle était une chaîne qui était dans l'oubli, hein, tout simplement. Et puis je voudrais profiter de cette vidéo du bilan 2022, de cette année 2022, pour vous remercier, car aujourd'hui vous êtes 95 à me suivre. C'est peu, mais pour moi c'est énorme. Énorme, j'aurais jamais cru qu'en 10 mois il y ait autant de personnes qui s'abonnent. J'invite encore quand même à continuer à vous abonner à ma chaîne, à liker les vidéos. Sincèrement, ça me fait chaud au cœur, ça me motive surtout. Ça me permet d'être moi derrière. Ça me permet vraiment d'avancer. Je vais boire un coup. Ça me permet pour moi d'avancer, de voir vos likes, vos commentaires, d'y répondre. C'est quelque chose d'important. Ça me permet de confirmer que ce que je fais apporte un intérêt. Quelque part, puisque sur ces 95 abonnés qui me suivaient, j'espère progresser. Et j'ai reçu d'ailleurs de la part de YouTube le récapitulatif de cette première année, donc de ces 10 premiers mois, en me gratifiant d'un grade de lanceur de tendance certifié. Alors ça m'a fait bizarre. Et peut-être parce que le sujet que je propose sur la vie d'un nouvel handicapé, d'un polytraumatisé dans son quotidien, c'est peut-être innovant, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait des recherches, oui, j'ai trouvé des vidéos, mais beaucoup aux États-Unis et peu en France. Donc voilà, c'est pour moi une belle récompense qui me forte dans la continuité de cette chaîne. Je compte bien vous surprendre et continuer à agrémenter de vidéos sur mon quotidien en polytraumatisé sévère et amputé et en même temps mes envies de liberté. Donc voilà, si vous arrivez sur cette vidéo jusqu'à ce que cette partie-là et que cela vous intéresse, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire aussi, ça fait toujours, j'ai beau le répéter, hein, mais ça fait vraiment plaisir. Quand je regardais les vidéos, je m'y attardais pas vraiment, mais sincèrement, oui, ça fait vraiment plaisir quand on est derrière son écran, qu'on fait des montages ou quand on répond à des commentaires. Ça entame un dialogue et ça renoue un nouveau réseau social sur ces réseaux sociaux. Oui, c'est une vie d'internet, une vie. C'est une autre vie, c'est une autre façon de faire des rencontres virtuelles. C'est une nouvelle vie virtuelle, mais qui pour moi m'apporte beaucoup. Donc, comme je vous disais juste avant, mes journées sont prises par mes rendez-vous médicaux et mes séances de kiné.
pour le perfectionnement à la marche et pour la remise en place des articulations, des tendons, des muscles, tout ce qui a été abîmé lors de mon accident et dont je souffre quotidiennement. Alors peut-être que ça se voit pas trop sur mon visage, j'essaye au maximum d'être, je vais pas dire le plus souriant parce que c'est compliqué, mais voilà, mes douleurs sont constantes, je les ai H24, je dors 2 à 3 heures par nuit à cause de mes douleurs, mais voilà, c'est malgré les traitements que je prends, ils sont toujours là, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai subi des petits actes médicaux, dont des infiltrations d'une toxine du Botox. Et c'est vraiment ça, voilà, ça a fonctionné. Mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû l'avoir passé. Mais voilà, je ferai une petite vidéo dédiée à ça parce que vraiment ça m'a permis d'avancer comme il faut durant quelques mois. C'est vraiment c'était inattendu pour moi. Et au-delà de ces petits actes, il y a eu aussi tout un tas de réglages de ma prothèse. Ça, c'est mon quotidien. Aller voir et embêter mon prothésiste pour des appuis qui changent. Et c'est voilà, c'est avec mes kinés, c'est la deuxième personne dans ce milieu-là qui devient un peu mes référents. Les plus importantes à cette nouvelle vie, qui est mon prothésiste appareilleur, c'est lui qui me fait avancer et qui me fait c'est grâce à lui que je peux dire que je suis debout, grâce à ses prothèses et toutes ces avancées technologiques qu'il y a derrière, vraiment c'est énorme. Mon corps change, mes muscles reviennent, ma posture change et il faut pour cela faire des réglages réguliers de ma prothèse et pas au quotidien mais mensuellement. Tous les mois. Donc entre les changements du volume de mon moignon, donc il faut refaire les emboîtures, diminuer, grossir, changer les collerettes, changer les manchons. Il y a tout un tas de nouveaux réglages. Il y a toute une mécanique à régler et à réviser régulièrement pour éviter que je fasse une mauvaise chute, tout simplement, que je perde l'équilibre. Et tout ça, c'est grâce à mon prothésiste qui fait un travail exceptionnel pour moi. Je l'en remercie et il m'aide à pallier beaucoup de difficultés et à absorber beaucoup de douleurs. Il est très important d'avoir un bon prothésiste. C'est indispensable, vraiment. Cette relation-là, elle est vraiment indispensable. C'est lors de mon séjour au centre de rééducation, le centre Maguelone à Castelnau-le-Lez à Montpellier, à côté de Montpellier, que j'ai fait la connaissance de Mathieu Jouvet, mon appareilleur. Il m'a fallu le choisir un peu dans la liste que j'avais de tous les appareilleurs qui étaient dans les alentours, dans la région. Et voilà, j'ai choisi Jouvet Orthopédique. Donc je le cite, voilà, oui, je lui fais de la pub parce qu'il le mérite. Il fait vraiment pour moi du très très bon travail. Et au dire de tous ses patients, il est vraiment à l'écoute. Et donc si je peux, voilà, si vous avez cherché un bon prothésiste et que vous êtes dans le sud de la France, contactez-le. Il est vraiment il est aujourd'hui celui qui est devenu mon confident, mon coach, mon soigneur, mon mécanicien. C'est c'est grâce à lui en fait que je marche aujourd'hui avec des difficultés, mais ça c'est mon corps, ce sont mes séquelles de mon accident, mais c'est grâce à lui que j'arrive à marcher, à me déplacer, à avoir une mobilité avec ma prothèse, et voilà, c'est vraiment merci à lui. Donc Mathieu, il a réussi à me rassurer. Ça n'a pas été facile les premières fois lorsque j'ai été en centre de rééducation. Donc ça faisait déjà 3 mois que mon accident s'était écoulé. J'étais allongé durant ces 3 mois. J'avais encore, je savais pas, jusqu'au mois d'avril. Presque 6 mois sans
sans mettre un pied par terre. Donc il est venu, il m'a rassuré, en me disant que je pourrais remarcher, que je pourrais refaire du vélo, que je pourrais refaire la natation, qu'en fait c'est pas une fin en tout d'être amputé, que non, il m'a donné des liens de sportifs amputés pour que je puisse m'apercevoir de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'on peut faire une fois qu'on est passé par là. Oui, du coup, j'ai gardé ça en tête et pour moi c'était une évidence que de me remettre debout, même si mon chirurgien n'y croyait pas vraiment. Pour lui, c'était très compliqué. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Ouais, voilà, donc donc il a su me rassurer, mais afin d'avoir une vie presque comme avant. Je dis bien presque parce que c'est pas, la réalité, c'est quand même pas ça. Pour être sincèrement, à mon avis, il faut des années et des années avant d'y arriver, et il faut surtout pas baisser les bras et se fixer son objectif, continuer bien son objectif et aller de l'avant. Hein, donc garder le moral surtout. C'est le message que je voudrais faire passer. Petit message, gardez le moral. Si vous avez un coup de blues, non, pensez, il y a toujours mieux. On peut toujours arriver, on peut toujours faire mieux. Et donc pour revenir sur ma prothésiste et cette relation avec Mathieu, mon prothésiste, c'est à partir du mois d'avril 2021 que j'ai pu enfin mettre ma première prothèse. Et j'ai réussi, au bout d'un an, à trouver une petite mobilité, pouvoir me déplacer, et de pouvoir prévoir ces vacances qui étaient pour moi un but. Le but, c'était partir du courant de cet été 2022. Alors aujourd'hui, cette prothèse me permet de me déplacer à l'intérieur de mon domicile, bien sûr, mais surtout à l'extérieur. Elle ne me permet pas de pouvoir marcher très vite, car je n'ai pas les conditions physiques, mais elle me permet de pouvoir me déplacer, surtout en toute sécurité. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette prothèse, j'ai dédié une vidéo exclusivement sur ce modèle. C'est la Kenevo de chez Ottobock. Je vous mets un petit lien là dans le descriptif. Voilà, vous en savez un peu plus des réglages de la prothèse et tout le côté technique qu'il faut faire, la régularité à avoir et la relation entre les kinés et le prothésiste. Donc de tout ça, dans cette année 2022, il y a eu le retour donc au domicile et avec Nat, il a fallu tout repenser et tout réaménager la maison, le domicile qui lui par contre m'attendait pas vraiment, rien n'était adapté. Alors, nous habitons une maison à étage et il m'était impossible de monter à l'étage pour la salle de bain. Pour la chambre, donc il a fallu tout réaménager. Par chance, on avait une pièce disponible au rez-de-chaussée et on l'a aménagé en chambre. Par contre, voilà, c'est pas de salle de bain, donc il a fallu pendant quelques temps faire les toilettes au gant, au lit ou dans la cuisine. Voilà, et même encore aujourd'hui, fin 2022, la cuisine est encore un petit peu ma salle de bain. C'est un peu le côté problématique. Donc malgré tout, on s'est fait aider par une ergothérapeute qui est venue à la maison juste avant mon arrivée. Et c'est elle qui nous a aidé à placer les poignées de levage, les adaptations comme les rehausseurs de toilettes, les planches de bain. Voilà, tous ces petites choses qui vont faciliter le quotidien afin d'avoir une meilleure mobilité dans de meilleures conditions. Donc ça, bien sûr, c'est la maison. Et il y a une autre chose aussi qui ne m'attendait pas non plus, c'est tout l'extérieur. Alors l'extérieur, ce que j'appelle moi la jungle urbaine, complètement hostile. Peu de choses n'est adapté. Je me suis retrouvé face à des difficultés sur lesquels on ne pense pas lorsque l'on est valide, mais voilà, en étant en difficulté de mobilité, ça pose de gros problèmes. Donc les grands problèmes, c'est l'urbanisme qui est parfois très difficile pour se déplacer en fauteuil, où on se retrouve avec des trottoirs pas assez larges, ou une chaussée défoncée, des trous. Les racines, ça encore, on arrive à les franchir. C'est vrai que les infrastructures
infrastructures urbaines sont rarement très bien adaptées aux personnes en situation à mobilité réduite et d'handicap, où j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises des pertes d'équilibre, sur une chaussée un peu déformée, des trous. Voilà, ça a été un peu j'ai eu beaucoup d'appréhension mes premières sorties. Mais ça a été sur le début 2022. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Alors je fais toujours attention, hein, je n'ai pas toujours une marche sereine, donc je fais très attention. Mais c'est vrai que le mobilier urbain n'est pas du tout adapté à la largeur pour les fauteuils, pour traverser. Des fois, on se retrouve vraiment en difficulté. Donc, en dehors des infrastructures urbaines, donc, trottoirs, les routes, etc., il y a une autre problématique, ce sont les stationnements. Alors, j'ai une carte d'invalidité qui m'autorise le stationnement sur les places réservées aux personnes handicapées. Mais je me suis retrouvé plusieurs fois et régulièrement confronté à des personnes valides qui stationnent là pour ou soit parce que c'est plus près des accès des commerces, ou alors ça permet d'avoir des emplacements un peu plus larges, effectivement. Et donc ça permet à ces personnes-là de protéger leur carrosserie de voiture. Voilà. Mais alors en étant valide, je n'ai jamais pris ces places-là, et en me disant que si elles étaient là, c'est qu'il y avait c'était d'un intérêt public. Et aujourd'hui, en étant dans cette situation, il y a un gros coup de gueule à pousser. Laissez les places, ou alors prenez l'handicap, quoi. Moi, la largeur des places, j'en ai besoin pour ouvrir ma portière en grand et complètement, pour que je puisse sortir ou rentrer dans ma voiture, et ensuite l'accès proche des entrées des commerces, c'est pratique pour des personnes qui ont un périmètre de marche très court. Ça permet d'avoir une vie sociale, ou sinon on resterait enfermé dans nos domiciles ou dans des parcs. Et voilà, c'est peut-être ce que veulent ou ce que recherche cette petite, heureusement, minorité de population, mais je me suis retrouvé confronté face à à une personne comme ça d'ailleurs, suite à une conversation qui m'a rétorqué mais la perte de place que cela fait. Il y a les meilleures places, c'est les handicapés qui l'ont, et il y en a trop pour eux. À mon regard et au silence de l'entourage, elle a compris qu'elle avait dit une énorme bêtise. Alors, c'est pas confondu en excuse, hein. Elle m'a juste dit non, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, bref. Donc il faut le prendre en rigolant. Je n'ai même pas relevé parce que le niveau ne valait pas la peine, tout simplement. Ça valait pas la peine. Mais voilà, ça c'est le quotidien aujourd'hui sur l'extérieur, et c'est vrai que c'est très pénible et c'est très compliqué. Et par contre, dans ce que j'ai découvert, c'est que à l'étranger, en Espagne par exemple, lors de ce voyage, les villes sont étudiées, et les travaux de rénovation et d'embellissement des grandes villes, même des petites villes, tout a été fait et adapté pour les personnes à mobilité réduite. D'ailleurs, si vous avez pu regarder la vidéo à San Sebastián, ville balnéaire, hein, la plage est accessible pour les PMR. Il y a des maîtres nageurs qui sont là pour accompagner des personnes à mobilité réduite ou handicapées, pour les accompagner jusqu'à la plage. Il y a des accès, des rampes, des ascenseurs qui descendent jusqu'aux plages. Voilà, c'est un autre monde. À croire que la France recule petit à petit, il fait une machine arrière, et on oublie un peu le principal, la vie des citoyens français, et dans leur quotidien. Et je me suis aussi retrouvé confronté lors d'un déplacement familial, à avoir réservé une chambre d'hôtel pour que ce soit plus pratique pour moi, parce que les domiciles de ma famille ne sont pas forcément adaptés aussi. Donc prendre une chambre adaptée, personnes à mobilité réduite, avec des emplacements réservés. Ces emplacements sont en règle générale prises. Si on arrive à trouver quelqu'un, on nous répond ah mais j'en avais pour 5 minutes, c'est pour ça que je me suis mis là. Voilà, c'est peut-être des fois les 5 minutes de trop.
Enfin voilà, donc le sujet, il me fallait absolument en fait, en parler, ce sujet des places réservées qui sont régulièrement pris par ces voleurs de places. Et moi je les appelle comme ça. Donc voilà, c'est faire attention par rapport à ça. Et en même temps, des fois, je me suis retrouvé donc sur ce fameux trajet avec une chambre PMR qui était affichée adaptée alors qu'elle ne l'était pas du tout. Je vous ferai une vidéo là-dessus un peu plus explicative. Voilà, c'est frustrant. Encore une fois, l'handicap apporte beaucoup de frustration. Et ça ne m'étonne pas de croiser des personnes handicapées depuis de nombreuses années et qui sont aigris, agressifs, parce que c'est compliqué lorsqu'on a eu une vie avant et cette vie d'après. Il faut accepter tout ça. Alors surtout lorsque cela survient après un accident, pas forcément après de problèmes cardiovasculaires, parce qu'à savoir qu'il y a énormément de personnes amputées suite à des problèmes cardiovasculaires, donc mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie, suite à des maladies aussi, le diabète en fait partie, mais le tabac en fait partie aussi, et une mauvaise vascularisation au niveau des jambes, et puis hop, c'est l'amputation, et on se retrouve une jambe en moins, et là c'est très compliqué. Mais c'est un autre sujet. Donc, pour revenir sur ce bilan de cette année et tout ce que j'ai pu découvrir, voilà, c'est l'extérieur est très très compliqué à dompter et à apprivoiser. Mais bon, avant de pouvoir conduire et stationner sur ces places-là, il s'est passé un peu de temps avant, et surtout, il m'a fallu aussi revalider mon permis de conduire. Ça a été une parmi des priorités lors de ma sortie, mon retour à la maison, faire la revalidation de mon permis. Alors cette revalidation de permis est un véritable parcours du combattant. C'est très complexe. On entend plein de choses. On m'a expliqué plusieurs fois, mais je n'arrivais pas à comprendre comment trouver ce médecin expert qui allait m'ausculter. Puis au final, non, c'est juste une expertise du corps, donc du côté physique et côté traitement aussi, savoir si on est apte ou inapte à reprendre la conduite. Après avoir passé ce test-là, il m'a fallu refaire un petit repasser devant l'inspecteur de la conduite pour revalider, pour voir si j'étais apte et capable de rouler, maîtriser ma conduite dans la circulation, un véhicule avec toutes les adaptations pour moi. Donc pour ma part, c'était boîte automatique et la boule au volant. Voilà, si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée à ce passage du permis, donc la revalidation du permis. Je vous mettrai le lien ou soit là-haut ou dans les commentaires là juste en dessous. Donc nous voilà arrivés au mois de juin 2022. Permis en poche, le véhicule au domicile. J'allais pouvoir nous réserver avec Nat, un petit week-end d'expérience pour voir comment ça se passe à l'extérieur de la maison et savoir comment s'organiser. Ce premier week-end, on a décidé de le passer pas très loin, en Espagne, juste à la frontière espagnole, et sur un petit week-end, donc sur 2 jours, 1 nuit, pour déjà voir si je pouvais conduire, si comment à l'extérieur, en dehors du domicile, comment ça allait se passer. Et donc nous sommes partis à Besalú. Donc pareil, vous pourrez voir aussi une petite vidéo sur ce premier week-end. Je vous mettrai dans le commentaire. C'est un lieu magnifique. Donc pour pouvoir aller dans cette région-là, j'ai fait une réservation d'une chambre, pas un Airbnb, une maison d'hôte, une chambre d'hôte, oui, un appart-hôtel, voilà plutôt, un appart-hôtel, géré par des particuliers, avec tout ce qu'il fallait. Donc j'avais coché toutes les cases, c'est-à-dire accessible aux personnes
mobilité réduite, toilette surélevée, fauteuil qui puisse circuler à l'intérieur, douche, enfin tout, etc., etc. Donc une fois sur place, déjà premièrement pas de stationnement devant le lieu, puisque l'entrée se trouvait sur une grande avenue passante. J'ai eu de la chance, une place handicapée était à une 50aine de mètres de l'entrée. C'était parfait, sinon il m'aurait fallu marcher peut-être 800 ou 900 mètres pour trouver les premières places normales. Ça a été un peu l'avantage de mon handicap. Par contre, une fois arrivé dans l'appartement, rien du tout n'était adapté pour moi. Oui, effectivement, les couloirs étaient larges, mais la porte d'entrée s'ouvrait vers moi. Donc, avec le fauteuil, je pouvais pas tirer et reculer en même temps. Donc, heureusement qu'on était deux. En même temps, il y avait une petite terrasse, qu'une petite marche, donc même pas la possibilité de faire un demi-tour avec la porte. Enfin, c'était pas aux normes françaises, parce que c'est peut-être aux normes espagnoles, mais pas aux normes du coup européennes. Ce long couloir a mené à un patio. Ce patio, en contrebas, il y avait des escaliers. Une pente, par contre, oui, mais une pente, je pense la pente elle devait être facile 45 degrés. C'était impossible. J'ai été obligé de la descendre debout, sur le côté en me tenant sur une rampe. Même Nat, le fauteuil, a failli tomber avec le fauteuil en le descendant. C'était improbable. Et l'appartement, le fauteuil rentrait pas dans les chambres, dans les pièces. Enfin, c'était du n'importe quoi. Voilà, ça c'est le petite chose à faire très attention. Je l'ai remonté à Booking. Bon, j'ai pas eu de retour. J'ai fait remonter aussi au propriétaire. Pas eu de retour non plus. Voilà, c'est bon. On est peu nombreux à être handicapés certainement à partir en vacances et du coup ça n'intéresse pas grand monde. Mais voilà, je préfère le souligner un petit peu pour les personnes qui sont dans la même situation que moi, qui regardent cette vidéo, de bien faire attention. Malgré tout ça, malgré ces petits désagréments, on a passé un merveilleux week-end. Pour moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'être dehors, d'être en liberté. Voilà, ça a été une grande bouffée d'oxygène. Ça m'a redonné espoir à dire je vais pouvoir continuer à reprendre mes voyages, retrouver un peu la vie que j'avais avant mon accident. Donc là, cette histoire de chambre, on en a eu quelques-unes comme ça sur cette année. Et il est vrai que dans les chambres, les grandes chambres qui sont, elles, complètement adaptées, c'est les établissements 4 étoiles ou 5 étoiles. J'ai eu la chance d'en avoir 2 cette année. C'est vraiment... c'est pas comparable. C'est des chambres qui font 30 ou 40 mètres carrés de surface. C'est des appartements, tout simplement. Les prix sont conséquents et malheureusement, je découvre ce petit revers de situation, c'est que aujourd'hui, en étant handicapé, peu d'établissements ne sont adaptés pour moi. Que le peu de nombre des rares qui ont les chambres adaptées, c'est des chambres qui sont beaucoup plus chères que des chambres classiques, et que au final, tous ces extras, cette liberté, c'est un coût. Cela revient financièrement beaucoup plus cher, et ça c'est en prendre en compte dans mon quotidien pour pouvoir continuer à voyager, à partir et à avoir une vie telle que je l'ai laissée en 2020. Il faut savoir s'adapter et faire avec, malheureusement. Donc tout ça nous amène à fin juillet, début août, à ce fameux grand voyage de 12 jours, celui tant attendu et où il y a eu tant de préparation. Et je vais vous en parler maintenant. Donc c'est au mois d'août que nous sommes partis en Espagne, un road trip de 12 jours.
Nous avons parcouru 3000 km, un peu plus de 3000 km. Et donc avec le véhicule choisi, chargé dans son coffre de tous les accessoires dont j'ai pu m'apercevoir l'utilité indispensable pour pouvoir partir. Donc ça remplit bien le coffre de la voiture. Il ne faut pas juste une paire de chaussures, un sac à dos, une serviette et un caleçon. Non, il y a tout un tas de matériel indispensable pour pallier ces petits problèmes d'établissement hôtelier qui annoncent douche puis on se retrouve avec une baignoire ou qui annonce baignoire et on se retrouve avec une douche avec une légère marche. La douche est adaptée au fauteuil mais qui ne l'est pas du tout. Voilà, enfin, tous ces petits détails. Donc durant ce voyage de 12 jours en Espagne, nous avons visité 5 villes et il y en avait deux. Il y avait deux choses qui étaient pour moi impossibles de faire. Voilà, je m'étais mis en tête que de toute façon ce n'était pas réalisable, trop compliqué. Donc sur Tolède, j'avais prévu de rester en chambre puisque Tolède est construit et bâti sur 3 collines autour de 5 collines, je crois. Enfin, tout est vallonné, ça monte, ça descend. Pour moi, j'ai annoncé à tout le monde allez visiter Tolède, profitez. Moi, je resterai en chambre me reposer. C'était prévu. Voilà, dans ma tête, j'étais prêt. Et une fois arrivé à Tolède, on est arrivé en début d'après-midi, on est parti visiter, faire un petit tour de la basse ville, et pris dans le jeu, je me suis mis à monter une côte, et ça montait, et ça montait, et ça montait. Et là, j'ai fermé les yeux et j'ai dit, allez, tu es lié, et tu vas jusqu'au bout. Donc, tout ce qui est commencé, il faut le terminer. Voilà, on va toujours au bout de ce que l'on fait. Et c'est ma philosophie de vie. Et de là, j'ai visité Tolède. Compliqué, mais j'ai réussi à faire la visite de Tolède. Malgré tous les obstacles, moi j'ai bien cru à un moment donné, me retrouver coincé à un endroit qui était très très compliqué d'accessibilité. Voilà, mais je l'ai fait. Je suis allé jusqu'au bout. Le mental y a été pour quelque chose et c'est vrai que j'ai un fort mental et qui m'amène très loin. Pour être franc avec vous, j'en ai chié, mais j'ai pas abandonné. Non, ma fierté était là et mon mental a pris le dessus. Et le deuxième site qui était pour moi impossible à visiter, c'était l'Alhambra à Grenade. On m'avait expliqué qu'il y avait 3h30 de marche pour faire la visite. Il y avait un long parcours entre la billetterie jusqu'à l'accès du palais Nasrid, avec des marches, que du pavé de partout, pas de rampe. C'est un bâtiment authentique et historique qui a des milliers d'années. Il est évident qu'on ne peut pas amocher visuellement ces bâtiments pour faire des accès. Ça, je le comprends complètement. Il y a apparemment un accès PMR, je ne l'ai pas vraiment trouvé, ou alors il était très mal indiqué. Mais j'ai quand même réussi à faire cette visite, d'une part en prenant les billets par internet et ensuite accompagné par un taxi jusqu'à l'entrée on va dire 100 mètres de la file d'attente pour le palais Nasrid. Donc j'ai pas eu besoin de marcher jusque là. Et malgré tout, malgré ce bâtiment qui est magnifique, au sol en marbre, glissant, c'était très difficile, mais pareil, j'ai pas baissé les bras et j'ai continué. Alors j'aurais été en fauteuil, c'était inaccessible, c'était impraticable. Il y a un accès pour le visiter, donc on évite pas mal de pièces, on écourte la visite. La visite du palais Nasrid, c'est 3 heures, un peu plus de 3 heures de visite par le circuit PMR. Je crois qu'il se résume à 50 ou 1 heure, 50 minutes ou 1 heure de visite. Donc on ne voit pas tout. Voilà, je suis content de l'avoir fait, d'avoir pu voir tout ce palais qui est splendide et je vous le recommande d'ailleurs si vous allez sur Grenade, visite incontournable l'Alhambra, c'est magnifique. Pour dire, j'y suis.
Et je regrette absolument pas de l'avoir fait, vraiment du tout. Donc je n'ai pas pu tout visiter, hein. Il y a d'autres endroits un peu plus compliqués en plus, et vu les températures qu'il faisait, malgré que ce soit 19 heures, on était encore à 48 degrés, je déchaussais. La chaleur faisait que ma prothèse tombait, donc on a écourté la visite. Voilà, je n'ai pas pu tout visiter, mais c'est pas grave, c'est juste chose remise. Et la prochaine fois, et puis ce sera l'occasion de retourner à Grenade, une ville que je trouvais magnifique, et revisiter ce que je n'ai pas pu voir de l'Alhambra. Tout ça, ça n'a pas été sans conséquences, bien sûr. C'est cette année 2022 où je me suis pas trop ménagé pour accéder à cette liberté. Ces 2 visites que je m'étais plus ou moins interdites, mais qu'au final que j'ai faites, ça m'a généré des douleurs au niveau des membres, au niveau du corps, qu'il m'a fallu soigner au retour. Vous retrouverez d'ailleurs une vidéo complète de ce voyage, je vous mets le lien juste là. 12 jours, road trip de 12 jours en Espagne. Au retour de notre road trip, il y a eu de lourdes conséquences. Des conséquences qui ont fait accroître les douleurs déjà présentes, et le fait d'augmenter mon quotidien au niveau de la marche, au niveau de la mobilité. Je me suis remusclé, les articulations ont retravaillé, les tendons aussi, voilà, et ça m'a fait développer des douleurs qui étaient déjà présentes de toute façon, hein, mais elles se sont un peu plus accentuées, et il a fallu que reprendre les séances de kiné pour ça, et en même temps on m'a trouvé, il était prévu de toute façon avant même que je parte en vacances, des injections d'acide hyaluronique, j'arriverai jamais à le dire, c'est une des toxines du Botox. Ça par contre le plus facile et tout le monde connaît, le Botox, et ce sont des petites injections faites dans le genou. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Insta, et c'est donc au mois de septembre que j'ai subi ces injections d'acide hyaluronique dans le genou en sous-cutané afin de réduire mes douleurs. Donc le médecin m'avait averti qu'il y avait presque un mois d'attente avant que les effets arrivent, et la durée bénéfique n'était que d'1 mois, soit 2 mois après la petite injection, ça devait partir. Sauf que pour moi, par chance, 4 jours après, ça a fait effet. Je n'avais plus aucune douleur, à tel point que je me demandais si j'avais toujours mon genou. Tellement l'habitude de vivre avec ces douleurs que là, de plus en avoir, ça m'a fait une drôle d'impression. Et je les ai gardées jusqu'à cette sensation de bénéfique, jusqu'à fin novembre. Donc ce qui fait septembre, octobre, novembre, 3 mois de bénéfique. Voilà, donc pour moi, tout est positif. J'attends une deuxième traitement au mois de janvier. Je vous ferai une vidéo là-dessus dédiée. J'en ai fait une première que si vous me suivez sur Insta, vous avez pu la voir. Là, j'en ferai une sur YouTube un peu plus explicative. Durant ce voyage aussi de 12 jours en Espagne, je suis parti avec ma deuxième prothèse. Donc une prothèse de secours, une prothèse de bain. Au cas où ma prothèse électronique tombe en panne ou se casse, j'avais cette prothèse de secours. Donc ça, c'est des choses qui vont me suivre en permanence, c'est-à-dire ma prothèse que j'aurai toujours sur moi. La prothèse de secours pour au cas où il y ait un pépin sur la première. Et en même temps qui me permet d'aller à la douche, heureusement, sinon ça me faisait une troisième prothèse pour le bain. Donc deuxième prothèse, et le fauteuil pour au cas où trop de fatigue, une blessure, que je puisse pas chausser, pas mettre la prothèse, il faut bien que je me déplace, on va pas me porter. Voilà, donc ce sont les 3 matériaux de mobilité qu'il me faut en permanence avec moi. Et pour revenir sur cette prothèse de secours, malheureusement elle était mal réglée,
et je ne pouvais absolument pas marcher avec. Donc elle me servait pour, lorsqu'on s'est retrouvé dans des logements avec des douches, pour que je puisse aller prendre ma douche, tout simplement. Mais je ne pouvais pas du tout marcher. Donc de là, à mon retour, j'ai pris rendez-vous avec l'appareilleur. On a attendu la venue d'un technicien de chez Autobox, du fabricant, pour faire les paramétrages. Puisque c'est un tout nouveau jeu, une toute nouvelle prothèse. Et j'ai été parmi les premiers amputés sur la région à l'avoir. Et ça a été donc début décembre de cette année 2022. C'est une séance qui a duré plus de 3 heures pour pouvoir régler tous les axes, toute la symétrie par rapport à mon corps, à ma position, à mes flexums. Et je vous ferai une vidéo sur cette prothèse courant de 2023. Bon, ben voilà, nous arrivons à la fin de ce bilan 2022, une vidéo qui est assez longue, mais il s'est passé tellement de choses durant ces 12 mois qu'il était pour moi important d'en parler et de faire ce bilan-là, pour échanger avec vous tous les bons comme les moins bons, tout le positif, le négatif de cette nouvelle vie en polytrauma, tout ce que je découvre mon quotidien. Voilà, je voulais partager avec vous tout ça, cette première année de ma deuxième vie, qui a été très chargée émotionnellement et pleine de découvertes, avec des bonnes mais des moins bonnes surprises. Mais je garde toujours le côté positif, c'est d'être toujours en vie après ce lourd accident, enfin une nouvelle vie la plus normale possible. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit pouce pour dire que ça vous a intéressé, que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à faire un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors je le dis à chaque fois, je n'ai pas beaucoup de commentaires, je pense qu'il y a peut-être un peu de timidité derrière le clavier, ou alors vous ne regardez pas les vidéos jusqu'à la fin. Ça, je ne le saurais pas, mais sachez que j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour être informé de l'avenir qui va commencer dès 2023, ça va continuer. Plein d'autres projets sont en cours. Durant cette année qui arrive, il est prévu déjà une petite séance médicale en début d'année. L'hospitalisation prévue au mois de décembre 2022 et a été reportée pour mars 2023. J'essaierai de vous faire partager mon quotidien au centre de rééducation. Il est prévu aussi une petite expérience voyage en camping-car, voir si c'est possible dans ma situation ou pas, car toujours mon envie de liberté est toujours présent, mais tellement de contraintes et financiers avec les complexes hôteliers, les hôtels, les Airbnb, les chambres d'hôtes, etc., que du coup je me suis dit pourquoi pas partir avec sa propre maison, donc avec un camping-car, pour voir si c'est plus facile, puisque voilà, ça va être un peu l'expérience de cette année 2023. Il y a aussi la continuité de l'écriture de mes livres sur mon expérience dans le coma. Donc je vous en dirai plus sur leur avancée. Et c'est une expérience que je souhaite partager avec le plus grand nombre d'entre vous, parce que à chaque fois que j'ai pu en parler dans les milieux médicaux, tout le monde a été envieux d'en savoir plus et dans l'attente de l'édition de cette écriture. Donc voilà, je vous tiendrai informé là-dessus. Mais cela reste toujours une expérience propre, une expérience personnelle. C'est ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Attention, c'est pas ce que tout le monde peut avoir. Je le souhaite pas, parce que c'était pas terrible. Et voilà, ça c'est vraiment mon propre ressenti, ma propre expérience. Et le plus troublant, c'est que malgré ces 2 années passées, j'ai toujours en moi le souvenir des bruits, des odeurs, le moindre petit détail. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo, de ce bilan 2022, ma première année de ma deuxième vie en polytraumatisé. Je vous dis à bientôt et je vous dis merci de me suivre dans cette nouvelle vie. Au revoir.
You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.